Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire d'Évry-Courcouronnes, Madame la présidente de l'UTL, la ville apprenante est ici, le Crous. Je ne vois pas bien de loin, mais en tout cas, merci d'être présent pour le lancement de cette année Campus Durable. Donc nous avons nommé une chargée de mission Campus Durable qui est ici présente, Marielle Suchet, qui sera la maître d'orchestre du déroulé. Et on va essayer de vous montrer, en premier lieu, combien nous sommes d'ores et déjà impliqués dans cette notion de campus durable. C'est un peu comme l'autre qui fait de la poésie sans le savoir. Nous, on fait du campus durable sans le savoir et on va vous exposer là où nous en sommes, où nous voulons aller, avec nos partenaires. Penser globalement, agir localement, ce sera le fil conducteur. Merci beaucoup. Je donne la parole rapidement à Monsieur le maire d'Évry, Stéphane Baudet, qui va nous quitter en cours de route pour un conseil municipal chargé. Merci Stéphane, puisqu'on a besoin de travailler avec toi, nécessairement. Merci Patrick. Alors en effet, je m'éclipse dans quelques instants, puisqu'il y a conseil municipal et bureau municipal avant à 18h, mais je voulais absolument être là et vous féliciter d'emblée pour cette thématique annuelle du campus durable. D'autant plus intéressant d'ailleurs que, comme son nom l'indique, ça ne va pas être forcément une thématique actuelle. Patrick vient de le dire. Il y a des choses qui sont déjà faites sans que même elles soient formalisées ou connues. Et par nature est vue l'urgence. L'urgence climatique, l'urgence pour la planète, l'urgence pour nous toutes et tous, toutes formes vivantes confondues. C'est donc plutôt d'inscrire nos process dans la durée et de les améliorer plutôt que de faire qu'une thématique annuelle qui n'aurait pas beaucoup de sens si elle se stoppait dans un an. Donc je voulais vous féliciter ici à l'université. On est dans les mêmes pas à la ville, à l'agglomération Grand Paris Sud sur ces questions qui sont devenues essentielles. J'ai la fierté, autant à l'agglomération d'ailleurs qu'à la ville, de ne plus avoir nécessairement un élu en charge de ce qu'on appelait avec un petit brin de caricature dans le temps l'écologie pour se donner un petit peu bonne satisfaction, mais en réalité par porosité et ou par transversalité, quasiment tous les élus qui ont une délégation sont porteurs d'une partie de cette politique publique si essentielle. Je dis ça parce que c'est la démonstration d'un véritable changement de cap, changement d'appréhension de ce qu'est le sujet. J'ai un petit peu regardé ce sur quoi vous allez travailler. Si on prend le spectre très très large qui va de la gestion des ordures ménagères jusqu'à la question de l'empreinte du numérique, on voit bien le spectre large sur lequel on doit les uns et les autres être capables de travailler. Et puis ça vous permettra de mettre peut-être un petit peu plus en lumière, je le dis comme ça, par légère frustration sur ces sujets-là, parce que les étudiants, on le dit souvent, à l'occasion de toutes nos rencontres dans l'année, les vœux, la rentrée, etc., vous êtes l'avenir, même si cette opération ou cette thématique annuelle ne va pas toucher que les étudiants, mais aussi les enseignants, tous les personnels, etc. Les étudiants, c'est notre avenir. Assez clairement, ils sont là, ils sont présents. Je crois qu'on est d'ailleurs en duplex entre ici et Paris-Saclay. Donc bonjour à tous, félicitations à tous. Et je pense qu'on ne sait pas assez, je lis la presse tous les jours, assez souvent, avec en plus une petite appétence pour ces sujets en particulier, et je trouve qu'on ne parle pas assez des accords de Grenoble, je trouve qu'on ne parle pas assez de la COP2 des étudiants, qui sont des éléments qui ne sont pas suffisamment mis en lumière, et donc fasse que cette année de campus durable permette de le mettre encore davantage en lumière, et que notre université soit encore plus exemplaire qu'elle ne l'est déjà, que nos collectivités, les uns et les autres, d'une certaine manière se challengeant, devant être plus exemplaires les unes que les autres. Merci à toutes et tous. Merci à toi. Et tout de suite, je donne la parole donc à Marielle. Marielle, on t'écoute. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le président, Madame la DGS. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, je peux enlever le masque peut-être, que j'ai l'honneur de vous accueillir pour cette journée de lancement, pour cette soirée de lancement. Je vous remercie de votre présence, ainsi que celle des étudiants, des organisateurs de cette soirée. Donc sur la présentation des invités, on aura un tour d'horizon Paris-Saclay, les étudiants. Nous avons aussi Guillaume Pacula d'un cabinet extérieur qui nous a accompagnés sur la formation, qui sera présent, et puis la Direction générale des services qui interviendra. Alors pourquoi campus durable ?
On aurait pu, à Paris-Saclay, le mot est développement soutenable. Nous, on a choisi campus durable d'abord pour évoquer une notion géographique de territoire et justement pour essayer d'ouvrir les frontières vers la communauté d'agglo, la ville, etc. On a un certain nombre de projets déjà collaboratifs ensemble. Ce midi, nous avons déjà lancé un petit peu cette année par un campus Clean-up Day qui a fonctionné avec une cinquantaine d'étudiants et de personnel impliqués sur 3 sites différents, et pour bien montrer que voilà, cette dynamique, elle englobe l'ensemble du territoire. Ensuite, pourquoi une année thématique? En fait, il y avait une conjoncture avec pas mal d'éléments, la COP2 étudiante qui nous semble, et la signature de l'accord de Grenoble qui nous semble quelque chose d'important à marquer, et puis il y a voilà, des éléments de cadrage qui font que toutes les composantes de l'université, tous les services, toutes les missions sont impactées par cette thématique. Et donc, aborder la thématique par une année un peu spéciale pour essayer de sensibiliser les personnels, les étudiants, ça nous semblait opportun pour le démarrage, en fait, comme le disait Monsieur le maire, d'une nouvelle façon de voir les choses. Alors concrètement, pour l'année thématique, nous avons donc cherché à donner un thème par mois pour focaliser justement l'attention et essayer de pouvoir avoir des actions plus ciblées, un portage aussi par plusieurs services de l'université ou par les associations étudiantes, et donc pouvoir réfléchir mois après mois à des thématiques. Alors on va commencer par celle des déchets, parce que c'est celle qui vient à l'esprit le plus souvent, mais on ira sur d'autres thématiques au fil des mois. La mission qui m'a été confiée, c'est donc une mission politique, mais donc c'est une mission de terrain. Je ne suis pas experte du tout dans la thématique développement durable et je ne suis pas non plus exemplaire dans ma façon d'agir, mais j'ai une conscience citoyenne, comme beaucoup d'entre vous, et c'est ce challenge-là qui m'intéresse aussi, d'essayer d'amener à voilà, passer à l'action. Mon métier, c'est prof d'éducation physique. En éducation physique, on sait qu'on essaye d'amener les gens à faire du sport, on sait que c'est bon pour la santé, etc. Et on a beaucoup de mal à passer à l'action. Et ben, c'est un petit peu la même dynamique que je retrouve dans ce challenge, d'essayer d'emmener toute la communauté, que ce soit voilà, les étudiants, les personnels, pour aller vers, si possible, changer quelques habitudes, mais surtout réfléchir dans chacune de nos missions, comment on peut transformer dans chacun de nos actes, dans la vie de son service, et puis voilà, pour que chacun puisse aussi essaimer le message petit à petit. Donc moi, j'ai rencontré il y a peut-être un an, Paris-Saclay et la COP2, j'ai rencontré Victoria, et puis voilà, le cercle s'est agrandi. Aujourd'hui, il y a une trentaine de référents développement durable à l'université, et on espère que si chacun de ces 30 référents, plus vous tous, pouvez porter les messages qu'on va évoquer, on avancera, petit pas par petit pas, mais on avancera. Voilà, je vais donc laisser la parole à Jeanne Lecomte donc sur la partie Paris-Saclay, puisque ça a été aussi une collaboration avec eux, en particulier sur les accords de Grenoble. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation, et je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous à Évry, mais ce n'est que partie remise. Voilà. Alors, je vois pas ma présentation affichée. Je ne sais pas si vous l'avez devant vous. Vous m'entendez tout d'abord? Voilà. Merci. Merci. Voilà, donc je vais vous parler du développement soutenable à l'Université Paris-Saclay, mais avant tout, j'ai placé sur cette diapositive l'affiche des semaines du développement soutenable qui ont commencé le 14 septembre et qui vont se terminer demain, et notamment pour souligner que le thème des campus durables, dont des actions concernant le Clean-up Day, était un des thèmes fil rouge de ces semaines, avec les questions d'alimentation, de biodiversité, mais aussi de mobilité.
Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, diapositive suivante, c'est quel sens on met derrière le développement soutenable. Alors, tout d'abord, vous êtes peut-être plus familier sur des objectifs du développement durable de l'ONU. Et si on s'intéresse à ces 17 objectifs, on voit que certains relèvent plus d'objectifs environnementaux, c'est-à-dire liés en grande partie aux ressources de la biosphère, d'autres sociaux et enfin d'autres économiques. Alors pourquoi parler de développement soutenable et comme inscrit dans la charte du développement soutenable de l'université Paris-Saclay dont je vous parlerai, parler de développement soutenable, c'est en fait considérer que les sociétés et leurs économies ne pourront durablement se développer et garantir l'équité sociale qu'en respectant le principe des limites planétaires et de non-substituabilité de ressources issues de la biosphère. Et c'est dans cet esprit que Rockström et collaborateurs du Stockholm Resilience Center de l'Université de Stockholm ont proposé cette figure où on voit un socle des 4 objectifs du développement durable relatifs à la biosphère, en chassant un socle des objectifs du développement durable sociaux, en chassant eux-mêmes des objectifs économiques. Voilà. Alors quand on parle de limites planétaires, ben c'est Rockström qui est à l'origine de ça. C'est les 9 limites planétaires à ne pas dépasser afin d'éviter des modifications brutales, des choses qui nous conduisent et des modifications qui accentueraient notre vulnérabilité. Et quand on parle de non-substituabilité des ressources, c'est pour signifier qu'en fait que les biens environnementaux sont peu monétarisables et voire incommensurables et donc non substituables. Diapositive suivante. Alors, pour l'Université Paris-Saclay, le développement soutenable, c'est une responsabilité qui implique d'assurer une transversalité pour porter ces enjeux, et notamment le soutien à la recherche et à l'innovation dans tous les domaines qui sont liés au développement soutenable, la formation des étudiants, des citoyens, des professionnels à ces domaines, et le développement de pratiques vertueuses pour l'environnement et la qualité de vie à l'université, mais aussi, on a parlé des territoires, évidemment des actions dans les territoires et au-delà. Diapositive suivante. Alors, avec des objectifs stratégiques qui sont de fédérer ces actions autour du développement soutenable dans toute l'université, et donc ça nous a conduit à nommer des référents dans chaque composante universitaire, établissement composante et université membre, et donc Mariale Suchet et Louise Coutouan ont été nommées référentes pour représenter leur structure, l'université d'Évry, des référents dans les laboratoires pour porter des questions de réduction de l'empreinte écologique dans les laboratoires, et puis aussi auprès des étudiants. Faire collaborer toute la communauté de l'université Paris-Saclay, on le verra, c'est agir tous ensemble et notamment via la démarche participative dont je vous parlerai tout après. Échanger et partager sur ces enjeux au-delà de l'université, c'est faire connaître ce qu'on fait, notamment à l'échelle des territoires, avec une assemblée développement soutenable qui rassemble les acteurs du territoire. Mobiliser la communauté scientifique experte, c'est bénéficier des experts qu'on a à l'université pour proposer des webinaires, comme 5 webinaires participatifs qu'on a organisés sur le thème Covid-19, quel développement soutenable pour demain, en 2020. Et puis, c'est faire connaître et reconnaître l'implication de l'Université Paris-Saclay dans son territoire, mais aussi au-delà, et notamment via une délabellisation dans le domaine. Diapositive suivante. Alors, je vais vous parler d'initiatives de 2020. Je vous parlais de la démarche participative développement soutenable. Alors, son objectif, c'était de consulter les personnels et les étudiants pour connaître leurs préoccupations en matière de développement soutenable dans leur cadre de vie et leur activité de l'université. Donc, les étudiants et les personnels de l'université d'Évry ont bien sûr été dans la boucle, avec 4 axes qui étaient autour de la question de la formation, de la recherche, de la sensibilisation et des pratiques. Alors ça s'est fait en 3 phases, avec proposition de projets et vote sur les projets. Et vous voyez dans les chiffres de participation. Et 59 projets ont émergé et il y a eu des votes. Et on a décidé, diapositive suivante,
d'appuyer et de soutenir 14 projets qui étaient les plus plébiscités. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'on retrouve là les 4 axes, formation, recherche, pratique, sensibilisation. Et on voit qu'il y a, pour la formation, assurer des socles de connaissances pour tous les étudiants à toutes les formations, notamment pour la recherche, se poser la question de la valorisation des déchets issus de la recherche. Dans les pratiques, viser à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, mais aussi avoir un regard sur l'alimentation. Et on a organisé des webinaires sur l'alimentation dans la restauration collective et dans les restaurations personnelles et étudiants sur le campus. Et puis, sensibilisation, c'est notamment ouvrir sur des projets de sciences participatives. En voilà quelques-uns. Diapositive suivante. Et en 2021, et plus précisément début juillet 2021, le conseil d'administration de l'université Paris-Saclay, après présentation au CODIR, où on a l'université d'Évry, a donc adopté la charte développement soutenable de l'université Paris-Saclay. Alors, comme vous le voyez, c'est 2 pages, mais je vais juste inciter sur 2 parties. La première partie, diapositive suivante, et puis la dernière. Diapositive suivante, donc c'est en 6 parties. La première partie vise à dire que dans le cadre d'une politique de développement soutenable renouvelée, l'université Paris-Saclay a choisi de devenir explicitement, à travers ses activités de recherche et de formation, ainsi que ses missions de lutte contre les inégalités et les discriminations, un levier de la transition socio-écologique. Et je vais directement à la partie 5, qui, diapositive suivante, qui décline les engagements en 8 grands objectifs. Prendre en compte les impacts sur le climat, l'environnement et la biodiversité dans toutes les actions stratégiques de l'université, soutenir les recherches et innovations, dont je vous en parlais tout à l'heure, agir en faveur du bien-être au travail et de la valorisation de l'engagement des personnels et des étudiants, la composante sociale, promouvoir l'égalité entre toutes et tous et lutter contre toutes les formes de discrimination, et puis des engagements sur les formations, des engagements sur la réduction de l'empreinte écologique, participer à la remédiation écologique des territoires, et pour finir, proposer l'expertise de l'université aux organismes publics ou privés demandeurs de solutions pour réussir la transition socio-écologique. Diapositive suivante. Et en 2021, mais ça sera largement décrit par les étudiants tout à l'heure, parce que c'est une initiative étudiante, nous sommes engagés, notamment, et nous avons adopté l'accord de Grenoble à ce même CA. Et c'est une initiative étudiante et on a été embarqué par des ambassadeurs étudiants issus de la faculté de pharmacie de Châtenay. On a organisé des groupes de travail, sont arrivés des étudiants et puis des personnels et Marielle Suchet pour ces groupes de travail. Tout ceci a conduit à une manifestation à l'échelle nationale et puis un engagement qui a été formalisé et on fait partie des universités qui portent ça à l'échelle nationale et on est très fiers. Il y a beaucoup d'engagement, mais on essaye, on va s'engager largement là-dessus. Diapositive suivante. Voilà, alors j'avais une autre diapositive qui a disparu, mais je pense que c'est quand même important de vous en parler si j'ai quelques minutes, et c'est Marielle qui m'a proposé d'en parler. C'est sur la question de la formation à la transition écologique. En 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a demandé à Jean Jouzel, que vous connaissez tous, qui est ce célèbre climatologue du CEA, de présider un groupe d'experts chargé d'examiner comment on pourrait sensibiliser et former l'ensemble des apprenants de l'enseignement supérieur à la transition écologique de la société. Et donc, après un premier rapport qui a été sorti en juillet 2020, elle a demandé que ce groupe se réunisse de nouveau et j'ai été sollicitée à cette occasion pour donner des indications, je dirais, un peu plus précises et il va y avoir notamment dans le mois qui suit des recommandations opérationnelles majeures à décliner par chacun des acteurs de l'enseignement supérieur. Et je voulais juste terminer quand même pour dire qu'à l'université Paris-Saclay, et vous le savez parce que les étudiants de licence 2 peuvent s'inscrire dans cette démarche, nous avons mis en place un enseignement numérique sur les enjeux de la transition écologique
pour permettre à tout étudiant d'avoir les clés pour s'engager dans la transition socio-écologique. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous remercie encore pour cette invitation. Et bravo à l'Université d'Évry qui s'engage dans le cadre d'un campus durable. Voilà, merci Jeanne. C'est moi qui ai coupé les diapositives pour pas frustrer les étudiants qui ont participé, pour certaines d'entre eux, à la construction de la COP2. Et quant à Jean Zougel, on va y revenir tout à l'heure. Mais merci beaucoup de ton intervention. Et je redonne la parole à Marielle pour nous expliquer le menu. Marielle. Non, mais juste pour faire la transition donc, pour Victoria et Paul, donc l'importance des étudiants dans la démarche, qui ont été présents, eux, depuis assez longtemps. L'association des Cocottes Minutes, il y a donc le président qui est là, Clément. Ce sont des associations qui fonctionnent à l'université depuis un certain temps. Et donc cette dynamique, en fait, elle vient beaucoup des étudiants et on espère que ça va pouvoir être porté et que le flambeau va pouvoir être repris par Paul. Donc je vous laisse la parole à tous les deux. Donc Victoria, Bourget et Paul. D'accord. Donc bonsoir à tous. Je suis Victoria Bourget, doctorante en informatique au sein du laboratoire IBISC et je suis également référente des DRS. Donc aujourd'hui, je vais vous témoigner en fait, revenir sur la COP 2 étudiante. Donc la COP 2 en fait, c'est une version de la COP, donc la conférence des parties nationales organisée par les étudiants. La première version, en fait, était un festival éco-citoyen qui a été organisé par les étudiants de Schema, sous le parrainage de Jean Jouzel à la Cité Fertile à Paris. La seconde version, en fait, a eu lieu en distanciel en avril 2021, dont l'objectif a été d'élaborer donc les fameux accords de Grenoble. Pour accompagner donc les établissements supérieurs et de la recherche dans leur transition socio-écologique en leur donnant une ligne de conduite à suivre. De ce fait, les universités françaises peuvent choisir de rectifier ces accords et de mettre en place un certain nombre d'articles issus de ces accords. Donc ces accords en fait sont le fruit de différentes prospections qui ont été conduites en amont auxquelles l'université d'Évry a participé. Ainsi, au sein de différentes universités, écoles d'ingénieurs et écoles de commerce réparties sur l'ensemble des régions françaises, des étudiants appuyés du personnel donc administratif et des enseignants-chercheurs se sont réunis pour réfléchir à différents axes qui allaient composer donc ces accords. Chaque groupe de travail constitué devait réfléchir à 3 axes parmi les 8. Donc, dans notre cas, on a choisi de réfléchir à l'axe 1 sur l'enseignement formé aux enjeux écologiques, l'axe 3 sur la recherche, mieux comprendre pour mieux agir, et l'axe 6, construire le campus, transition et protection de l'environnement. Donc, notre groupe de travail était supervisé, comme c'est mentionné sur la slide, par 2 ambassadrices, qui avait pour mission de faire le lien entre la COP et notre groupe de travail. Donc pendant 6 semaines, on s'est réunis à raison donc de 2 heures de travail une fois par semaine sur 3 thématiques, et donc 2 séances étaient dédiées à une thématique. Donc on a discuté avec nos différents points de vue, et aussi ce qui était intéressant, c'est que l'université Paris-Saclay, c'est une université qui est composée de différents établissements, et on n'est pas forcément tous égalitaires sur différentes thématiques comme l'alimentation ou encore la mobilité. Et donc il fallait considérer toutes ces complicités pour formuler donc des propositions. Donc ensuite, ces propositions, elles ont été synthétisées et remontées et comparées, on va dire, avec les autres propositions pour former les accords de Grenoble. Donc en fait, c'est une compilation de compilations. Donc au niveau maintenant Paris-Saclay, donc les accords ont été votés, et nous aimerions donc proposer notre version de ces accords. Donc au total, il y a 160 propositions. Au niveau de Paris-Saclay, 120 ont été retenues. Et donc tout le travail qui va être fait dans les mois à venir va être de choisir les
les articles qui sont le plus adaptés à notre situation. Et donc, peut-être qu'on reviendra sur le programme après, mais les accords seront votés en avril 2022. Donc voilà pour la partie de la COP. Et donc, bien sûr, cela ne peut se faire sans les étudiants. Nous serons les premiers concernés par les impacts du réchauffement climatique. Même si tout le monde a son rôle à jouer, nous avons notre force d'avoir un certain enthousiasme, une énergie, une capacité à se réunir pour une cause et se faire entendre. Donc, sans nul doute, nous pourrons aider à accélérer la transition de notre université et notre société. Donc, personnellement, je suis motivée également pour sauvegarder notre planète et donner la chance aux nouvelles générations de la connaître. De plus, j'ai le sentiment déjà d'une grande injustice où des populations sont déjà touchées par le réchauffement alors que nous en sommes protégés. Face à cela, j'ai décidé de m'engager car l'acte collectif a une portée plus importante que l'acte individuel. Donc c'est pour ça, ce soir, je voulais également vous profiter de ce moment pour partager mon engagement au sein de l'association de l'université Les Cocottes Minutes qui a été créée par Clément Demangin, qui est également dans la salle, doctorant comme moi. Et donc l'association œuvre déjà depuis septembre 2019 sur ces questions. Donc on a essayé de sensibiliser les étudiants à travers un ensemble d'activités de sensibilisation, des projections de films et de débats. Mais également, nous avons mis en place une grénothèque au sein de la bibliothèque de l'université et contribué à la cogestion d'un potager que vous pouvez aller visiter derrière la BU de l'université. Et nous avons également commencé à réfléchir sur comment l'université pourrait améliorer son empreinte carbone. Pour cela, nous avons sondé l'ensemble des usagers de l'université, donc personnel, étudiants et enseignants-chercheurs. On a obtenu 285 réponses et nous espérons vous présenter les résultats très rapidement. Donc, malheureusement, nous avons un impact assez faible sur les étudiants, sans doute dû à la crise. Donc, j'espère que l'université donnant une opportunité avec le lancement de cette année, j'espère que les étudiants et étudiantes qui sont intéressés par ces problématiques pourront nous rejoindre. De même, nous avons également d'autres associations qui travaillent sur ces problématiques comme l'épicerie et l'association Rêvons Réalisons, mais je pense que toutes les associations ont un rôle à jouer et je pense qu'on est suffisamment nombreux pour unir nos forces pour s'attaquer à cette problématique. Je passe maintenant la parole à Paul Fouache, excusez-moi, étudiant et référent Campus Durable. Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme tu l'as dit, Victoria, je suis étudiant référent Campus Durable. Donc, je fais une double licence en histoire et sociologie et je suis en 3e année. Ma mission cette année, ça va être d'aller chercher les étudiants, la force motrice de notre université pour engager notre établissement dans la transition socio-écologique. Alors, on en a déjà parlé, ce sont les accords de Grenoble, bien évidemment. Nous allons faire tout un travail sur les propositions et les engagements, et toujours dans cette démarche de concertation, cette démarche de consultation des étudiants, à travers des ateliers, des activités, des commissions, organiser des débats, organiser des actions et des animations pour essayer de faire émerger une conscience des enjeux climatiques dans le corps étudiant et ensuite de récupérer les propositions qui pourront nous servir pour élaborer les engagements que l'Université d'Évry va prendre. Donc, comme on l'a déjà dit, les enjeux socio-écologiques vont concerner énormément notre génération. Ce sont des thèmes qu'on retrouve médiatiquement et politiquement partout, et qui sont bien évidemment structurants pour l'avenir. Et c'est le rôle que doit jouer l'université qui forme les futurs travailleurs, qui forme éventuellement les futures élites, les futurs dirigeants, les ingénieurs, les ouvriers, les travailleurs. Et donc, si
toutes les générations qui passent par cette université ont cette conscience écologique et veulent agir dans le sens de la préservation de l'environnement, nous pourrons trouver des solutions et préserver la nature. Et donc, ça va être le rôle cette année avec la thématique campus durable, de réellement créer une dynamique dans notre établissement et d'inscrire l'Université d'Évry dans cette démarche de transition socio-écologique, d'une part avec les accords de Grenoble, mais bien sûr dans un objectif beaucoup plus lointain et à long terme, dans une démarche de préservation de l'environnement et de prise de conscience pour les étudiants. Merci. À l'université, il y a eu aussi une autre impulsion qui a été donnée par l'intermédiaire du réseau des référents qui a été mis en place par le pôle développement durable et Louise. Et donc, ces référents ont participé à une formation. Tu avais fini, pardon, Paul. Ok. Et donc, je laisse la parole à Guillaume Pacula du projet Celsius. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement ? Déjà, je suis ravi d'être ici pour vous parler et d'avoir quelques minutes qui me sont accordées pour parler justement du travail qui a été effectué l'année dernière, un petit peu en filigrane au cours de l'année, justement, qui est quelque part un peu la genèse de ce projet Campus Durable, qui en fait a constitué, j'allais dire, la constitution d'un groupe de travail où on a essayé de réfléchir avec ces fameux référents développement durable qui sont des volontaires, avec qui on a réfléchi, on a travaillé à faire émerger des pistes d'initiatives opérationnelles pour essayer de rendre ce campus d'Évry peut-être un peu plus durable et proposer une trajectoire de transition qui soit un peu plus soutenable. Donc, avant toute chose, avant de présenter l'initiative, je vais vous présenter dans les grandes lignes en quoi elle a consisté. Je vais commencer par me présenter moi. Je m'appelle Guillaume Pacula, je suis fondateur du projet Celsius, qui est un studio pédagogique qui vise à accompagner les établissements du supérieur dans leur transition environnementale, avec comme mission triple, d'abord de sensibiliser, donc essayer de faire prendre conscience aux gens des impacts environnementaux, de former, donc de monter en compétences, et aussi de mettre en action, c'est-à-dire de trouver des moyens opérationnels pour agir efficacement et de manière concrète. Donc le travail qui a été mené, il a été mené exactement dans ce sens-là. Et pour comprendre le travail, je pense qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel on s'inscrit. Et donc c'est la slide suivante. Le contexte de l'enseignement supérieur, donc pour être intervenu dans un certain nombre d'établissements, je peux vous dire qu'il y a 3 constats qui sont extrêmement forts et qui sont appuyés de manière très évidente par Paul et Victoria. C'est d'une part la demande croissante et sans cesse croissante des étudiants de savoir davantage et de monter en compétence sur les enjeux du changement climatique et de l'environnement au sens large. Et ça, donc en fait, on le constate, il y a quelques années, on avait devant nous des étudiants qui étaient assez peu formés, assez peu sensibilisés. Et depuis maintenant quelques temps, on se rend compte qu'on a affaire à des étudiants qui sont extrêmement sensibilisés, qui sont très compétents et qui parfois ont une dimension militante qui est pas inintéressante. Et ça se heurte à différentes approches et sensibilités de la part des établissements, plus spécifiquement des différentes typologies d'établissements qu'on peut connaître. Là, c'est l'exemple que vous avez à l'image avec une étude du Shift Project qui a été menée en 2019, qui fait état de la part des formations qui incluent les enjeux environnementaux au sein des différentes typologies d'établissements du supérieur. Et ce qu'on constate, donc c'est la barre en noir, c'est que dans les écoles, au sens large, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles d'administration qui fonctionnent en général en vase clos et qui arrivent à créer une espèce de culture d'école, on a des enjeux qui sont assez bien considérés, alors que dans les universités, on a un besoin fort de les mobiliser parce que, de par leur structure intrinsèque, il est beaucoup plus difficile de créer cette fameuse culture d'école ou d'université en l'occurrence. Donc c'est un challenge qui est difficile, mais c'est pas un challenge qui est insurmontable. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'il faut comprendre les spécificités des universités et a fortiori les spécificités d'Évry. Et c'est le travail préliminaire qui a été mené notamment avec ces référents qui ont amené énormément d'eau à ce moulin. Pour agir efficacement, il faut comprendre de manière profonde quelles sont les forces, faiblesses et aussi les opportunités, les menaces qui planent sur l'université. Et en particulier, ce qu'on a pu constater collectivement, c'est la force du réseau qui était en train de se tisser au sein d'Évry. Donc là, vous avez un exemple, un panel assez manifeste de ce qui est en train de se produire. Mais ce réseau, non seulement il est de plus en plus pléthorique, mais il est aussi de plus en plus animé. Il a envie d'agir, et ça s'est vraiment ressenti, et ça se ressent de plus en plus. Et ça, je peux vous dire que dans le cadre d'une transformation systémique, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, et c'est quelque chose qu'on constate effectivement à Évry. Donc ça, c'est une excellente chose.
Une force qui me semble est aussi une faiblesse de l'université d'Evry, mais des universités plus généralement, c'est la pluralité des spécificités du campus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une pluralité des spécificités thématiques, vous pouvez aborder les problèmes environnementaux par une multiplicité de prismes, et à la fois, c'est autant de langages sur lesquels il faut s'accorder, ce qui peut être une faiblesse, et c'est difficile d'avoir une forme d'unité qu'on retrouve plus facilement dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce notamment. Pour aller un peu plus dans ces fameuses faiblesses, qui sont finalement pas vraiment des faiblesses, mais plutôt des spécificités, hein, si j'ose dire, c'est que vous avez aussi à Évry un campus qui est étendu, ce qui signifie que le chantier qui reste à entreprendre est de taille. Ça ne signifie pas que c'est impossible, ça signifie que c'est un peu plus difficile pour fédérer, mais c'est aussi ça, toute la force des enjeux de développement durable, et c'est aussi ça les opportunités qu'on peut y associer, c'est que c'est une chance assez extraordinaire de fédérer autour des enjeux de développement durable, environnementaux et climatiques. Pour le coup, vous avez tout à créer, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement riche, parce que par ce biais-là, il est relativement facile de créer des dynamiques, et c'est ce que j'espère va se produire dans l'année qui va venir. En termes de menaces, et ça c'est quelque chose qui a été identifié par les référents aussi de manière très nette, c'est de ne pas s'évertuer, en tout cas de déployer de l'énergie inutilement pour mener des initiatives qui restent marginales. Et à ce titre, je pense que Évry a pris le pli sur ces questions-là, en particulier avec la mise en place, en tout cas l'audit des émissions de gaz à effet de serre par le bilan carbone, qui est une manière tout à fait pertinente de pouvoir quantifier quels sont les postes sur lesquels il faut travailler, quels sont ceux sur lesquels peut-être qui sont moins prioritaires. Donc pour moi, tout ça, ça a été les spécificités qui ont été la base du travail. Et si je continue un peu sur la slide suivante, la question qui s'est posée, c'est comment, à l'Université d'Evry, on peut insuffler une dynamique, avoir de l'impact, tout en respectant l'identité intrinsèque de l'université. Donc, c'est le travail qui a été mené par cette vingtaine de référents que vous avez sous les yeux, avec une force qui, moi, m'a semblé qui s'est révélée assez rapidement, c'est que vous avez des référents qui émanent de tous les pôles, que ce soit de l'administration, des enseignants et de la recherche, mais aussi des étudiants, en particulier en la personne de Victoria et de Paul. Et grâce à ça, on a réussi à travailler sur 3 axes qui me semblent extrêmement importants, voire fondamentaux. C'est d'une part réussir en l'espace de quelques jours à sensibiliser ces référents, c'est-à-dire à leur faire prendre conscience de toute l'urgence et à comprendre quels sont les enjeux prioritaires. Dans un second temps, de les former, c'est-à-dire de leur donner les outils et les clés de compétences pour leur permettre d'actionner les leviers qui sont les plus pertinents à la lumière du travail qui a été fait en toile de fond par l'université. Et le troisième point, c'est mener de manière opérationnelle des initiatives, et c'est ce qui a été fait au terme de ce travail, c'est-à-dire pouvoir faire émerger des grandes thématiques, des initiatives opérationnelles à mener dès l'année en cours, et c'est exactement ce qu'est la manifestation de ce campus durable. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire, en tout cas ce que les référents ont réussi à faire en intelligence collective. Je vous assure que c'était un travail qui était un travail d'ampleur, de réussir à coordonner les différentes sensibilités, mais c'était aussi toute la richesse du travail. Et peut-être pour vous en parler un peu mieux que moi, je peux solliciter un ou plusieurs référents. Peut-être Christophe qui est là-bas, je crois. Ouais, si tu veux prendre la parole et venir, je ne sais pas si on peut lui donner un micro. D'accord, parfait. Ah, il y a Aude aussi qui voulait s'exprimer. Donc voilà, juste pour laisser Aude s'exprimer et puis lui dire quelle a été sa motivation pour... Je ne sais pas si Christophe est là aussi. Oui, s'il est là-bas. Ouais. Donc, oui, merci Guillaume. Donc, effectivement, on fait partie du réseau des référents. Je ne sais pas si d'autres référents sont là, je n'ai pas regardé, mais n'hésitez pas. Viens. Ah t'as levé la main. Non. Donc j'imagine que quand on fait partie de toute façon du réseau des référents, c'est qu'on est déjà un peu sensible, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément une vision globale, entière de la problématique. Et je trouve notamment que la fresque du climat est un très bon élément et un très bon exercice à faire. Donc je vous engage déjà tous à vous inscrire aux formations qui ont lieu et qui sont au bénéfice des personnels et des étudiants proposés par l'université, parce que ça donne vraiment une autre dimension à notre vision des choses. Donc voilà pour moi. Merci Guillaume pour tout ça. C'était une super expérience, effectivement. Merci. Bonjour à tous. Donc, Christophe Montagne, donc de l'UFR Sciences et Technologies, membre du laboratoire EBISC également, donc référent pour les 2 structures, donc pour EBISC en parallèle de Victoria.
Donc oui, effectivement, j'ai participé donc, à l'atelier que Guillaume nous avait fait suivre. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Malheureusement, je dirais, ce qu'on a appris n'était pas forcément une surprise. Donc on avait déjà plus ou moins conscience de l'état, on va dire, de la situation. Et moi, en tant qu'enseignant et en tant qu'enseignant-chercheur, ce qui me motive, c'est vraiment ce que Guillaume a montré là sur la diapositive et l'impact dans la formation au niveau des universités. J'aimerais, en tout cas moi, à mon niveau, essayer de faire en sorte que ça prenne plus d'ampleur au niveau des formations chez nous. Donc sensibiliser, inclure ce genre de problématiques dans les formations, dans les enseignements obligatoires facultatifs. Donc c'est vraiment, enfin moi en tout cas, je me suis impliqué dans ce projet et j'ai voulu rejoindre l'équipe des référents plutôt pour ça. Merci. À toi. Bonsoir, je suis Nicole Laronce, département musique-spectacle dans l'UFR LAM. Dès que j'ai eu connaissance de ce projet, j'ai souhaité m'y impliquer. Pour résumer, parce que je crois que mes collègues ont un peu tout dit, je suis plutôt quelqu'un du terrain, quelqu'un d'action, et j'ai hâte d'agir. Donc la journée d'aujourd'hui nous a donné grande satisfaction. Enfin, c'est un début, hein, mais on va en faire d'autres. Merci. Oui, si tu peux, Aude, revenir sur le sondage qui avait été fait avec les primo-entrants, juste pour en donner un mot. Donc juste sur la formation et cette intervention-là, le réseau des référents est ouvert encore, hein, vous pouvez le rejoindre, vous pouvez évidemment vous impliquer parce qu'il y a encore un certain nombre de secteurs qui ne sont pas couverts et toutes les forces vives seront les bienvenues. Effectivement, on mettra en place d'autres formations. Donc là, juste un petit focus sur une enquête, une page qu'on avait proposée pour les étudiants primo-entrants, c'est-à-dire 1500, combien il y a eu 1500 étudiants qui ont participé aux semaines de rentrée pendant une quinzaine de jours sur un accueil par différents services. Et dans cette enquête, nous avions posé une question: êtes-vous sensible aux thématiques développement durable et responsabilité sociétale? Et si oui, êtes-vous intéressé par? Et donc, voilà, c'est un petit focus sur les réponses. Alors, j'étais assez étonnée parce qu'en premier, sortie nature, je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Je ne pensais pas que la nature manquait autant aux étudiants d'Evry, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, donc, film, conférence, débat, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont besoin de discuter, de voir des choses, même si je sais qu'il y a eu déjà des propositions faites par l'association des Cocottes Minutes, mais c'est quelque chose qu'il faudra qu'on... Voilà, c'était juste... Et puis le ramassage des déchets, on a fait ça aujourd'hui, on avait une 50aine de participants, et c'est aussi un bon début. Donc voilà, je sais que Paul va reprendre le flambeau et ça lui donnera en tout cas matière à faire participer les étudiants. Et donc tout ça implique aussi évidemment, l'impulsion a déjà été donnée depuis un certain temps au niveau de la Direction générale des services, puisque évidemment l'ensemble de ces projets sont portés déjà depuis un certain temps par des services et vont encore être portés par d'autres services. Et donc je vais laisser la parole à Christophe pour expliquer donc la transition écologique dans l'administration. Bonsoir à tous, merci Marielle. Je veux bien prendre le petit boîtier. Je t'embête pas, Aude, avec... je vais me débrouiller. Si ça marche, ça serait bien. Non. Ouais, bon. Il a froid comme moi. Je vous promets, on n'a pas coupé le chauffage, on ne l'a pas installé. Donc l'université, par son administration, que je représente aujourd'hui avec Aurélia, mais je crois qu'elle a dû partir en réunion, s'est déjà engagée pour cette transition écologique et solidaire au sens large à l'université, sur le campus. Et notre objectif qu'on partage, et j'espère qu'on partage tous, c'est de réduire l'intensité carbone de nos actions dans l'administration, dans le cadre de notre fonction, notre mission de service public. Donc moi, en tant qu'administratif, je parle de l'administration. Je pense que les enseignants et les enseignants-chercheurs qui sont dans cet amphithéâtre peuvent aussi contribuer, se reconnaître dans les actions qu'on pourra apporter. Ce qu'on cherche à faire, donc réduire l'intensité carbone, je vous présenterai une petite image de notre bilan carbone qu'on a pu
récupéré il y a peu de temps. Merci Louise pour ce travail collaboratif avec notre partenaire. Ce qu'on cherche à faire, c'est de transformer, créer de nouveaux services éco-responsables en face avec l'attente des étudiants que j'ai bien entendu sur ma gauche, qu'ils soient en première année de licence ou en doctorat. J'étais moi-même doctorant et j'ai pas pu avoir à l'époque être sensibilisé à ce genre de choses. C'était pas quelque chose, on n'en parlait pas, c'était très confidentiel. Et je suis content que la relève prenne le relais. Donc on veut renforcer notre proximité et notre qualité de service donc avec le numérique, mais le numérique, on ne veut pas un numérique qui détruit, on veut un numérique pensé, comme c'est le président qui m'a soufflé le mot pensé, un numérique qui ne laisse pas les ordinateurs allumés parce qu'on a des doubles virtuels quand on est en télétravail et qu'on laisse un ordinateur allumé à l'université. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas transformer l'enseignement supérieur avec des profs à distance, des étudiants à distance et des cours qu'on transformerait en Netflix. C'est pas ça qu'on veut de l'université, c'est pas ça qu'on veut du numérique. Donc un numérique pensé et préparer l'administration aux labels et aux engagements qui vont être les nôtres, Service Public Plus, on entend en parler, porté par la ministre de la Transformation publique, et les accords, quels qu'ils soient, notamment l'accord de Grenoble qu'on va présenter au conseil d'administration. La transition à l'université est déjà enclenchée. Premier bilan carbone qu'on a sur les données 2019, donc on a une photographie de l'université sur des données avant le Covid, parce que le bilan carbone inclut les déplacements, et pendant l'année de confinement 2020, on a une réduction sur les déplacements à l'université. Donc les chiffres qu'on vous présentera tout à l'heure seront sur des données 2019. Donc on aura une vision assez correcte de la réalité. Donc des premiers efforts sont faits sur la réduction des gaz à effet de serre. On a équipé les bâtiments avec une première version de gestion technique des bâtiments. Donc on a des analyses de nombreux capteurs qui analysent les consommations électriques, énergétiques, électricité, l'eau chaude, la production en eau chaude, la production de froid, les réseaux de chaleur extérieurs qui nous chauffent, parce que tous les bâtiments ne sont pas chauffés de la même manière. Donc on a une analyse des consommations, on a pu observer certaines choses anormales, qui nous semblent anormales. Des analyses énergétiques de bâtiments qui vont nous permettre de déposer des projets dans le cadre du plan de relance et pouvoir rénover l'isolation des bâtiments, les fenêtres, les menuiseries. Entre autres, sur certains bâtiments, on va pouvoir modifier et changer les menuiseries de nos bâtiments. Sur les aspects campus, on a poussé le télétravail jusqu'à 3 jours par semaine pour éviter les déplacements, pour avoir un confort, une meilleure qualité de vie au travail. Mais attention, on doit revoir ce qu'on a imaginé parce que ça engendre des biais numériques qui sont, à mon sens, un petit peu absurdes. Les étudiants ont porté des projets d'épicerie solidaire et de potager. On a pu voir quelques photos du potager derrière la bibliothèque dans les slides précédentes. On développe les stationnements de vélos en lien avec le plan vélo. On avait un bon plan vélo porté par la ville, mais on avait, une fois qu'on arrive à l'université, pas de quoi stationner le vélo sans se le faire voler. Et encore, on doit encore s'améliorer là-dessus. Des actions portées de manière confidentielle et depuis toujours par la DEVEC. Je regarde Maria qui est au fond. Mais Maria, toujours, avec son service, aider les étudiants. Et c'est vrai que pendant le Covid, ce service s'est révélé, ça a été mis au goût du jour. Mais il y a toujours eu, et on a accentué, le soutien financier, les dons et les prêts d'ordinateurs. On a fait ça de manière assez forte et assez urgente parfois. Des protections pour les dames, distribution alimentaire hebdomadaire. Depuis mars 2020, il y a une distribution alimentaire chaque semaine à l'Université d'Évry. Chaque semaine. Et depuis la rentrée, une nouvelle maison de santé étudiante qui traite la santé étudiante dans tout son ensemble. Donc voici le bilan carbone de l'Université d'Évry. C'est donc 17 500 tonnes, j'ai arrondi parce que c'était 17 558 tonnes équivalent CO2, avec donc 42% portés par les achats. Dans les achats, tout ce qui est achat de consommation énergétique, vous les retrouverez dans énergie, vous ne les retrouverez pas dans achat. Donc les achats de fournitures, les frais de traiteur, les ordinateurs, tout ça se retrouve dans ce bilan, 42%. Ensuite vient les déplacements. Donc les déplacements pour venir sur le campus des étudiants et des personnels, les étudiants ou les invités qui viennent de l'étranger pour venir à l'université, et quand nous aussi, nous partons en conférence à l'étranger, sont inclus dans les déplacements de 32%. Il y a ensuite l'énergie, électricité, eau,
production d'eau chaude, production de froid, chauffage urbain. Vous retrouvez donc toute cette consommation dans les 13%. Et ensuite, tout ce qui est immobilisation, donc ce qui est le bâtiment, donc le bâti qui émet des gaz à effet de serre du fait de la typologie des matériaux qui ont été utilisés pour construire. Donc ça, malheureusement, avec le bâti actuel, on n'a pas beaucoup de marge d'amélioration sur les immobilisations. Donc l'administration va travailler pour amplifier cette transition et pour réduire notre intensité carbone, comme on a pu le voir précédemment, sur 2022-2024. Et on va donc travailler sur 4 axes. Les achats, 42% d'équivalent CO2, la mobilité, la gestion du campus. Dans campus, on parlera de déchets et d'énergie, et le numérique et sa simplification. Sur les achats, nous développerons donc une nouvelle politique achat avec les clausiers développement durable et responsabilité sociétale, avec pour objectif de passer de 7 000 tonnes CO2 à 5 000 tonnes CO2 en 2025. C'est la cible. Si on peut faire mieux, on le fera, avec grand plaisir. Donc on favorisera l'achat local et l'achat européen, ou l'achat européen, mais de préférence locale. Et on intégrera des enjeux sociétaux et environnementaux très forts dans tous les marchés publics que nous produirons. On l'a déjà démarré sur la distribution automatique. Donc vous verrez bientôt des nouvelles machines, plus respectueuses de l'environnement, 30% de consommation électrique en moins, réduction de la consommation en eau. Par exemple, les machines s'éteignent la nuit, ce qui n'était pas le cas avant. Donc elles vont s'éteindre. Des produits locaux, des produits en français, et plein de choses que je vous découvrirai par la suite. Un équipement numérique à revoir, donc favoriser le reconditionnement. Ce qui nous a sauvés pendant le confinement, ce n'est pas les achats d'ordinateurs qu'on n'a jamais reçus, parce que tout le monde achetait des ordinateurs. C'est le petit commerçant du coin, à Lieu-Saint, qui était capable de nous sortir 300 machines reconditionnées en une semaine. Et c'est grâce à ça qu'on a pu fournir les étudiants et les personnels en machines. C'est grâce aux reconditionnés. Prolonger la durée de vie des équipements, la plupart du temps, 3-4 ans, les machines, on peut encore pousser leur fonctionnement pour pouvoir les utiliser plus longtemps. Rationaliser les équipements, c'est en lien avec le télétravail. Aujourd'hui, on équipe nos agents de 2 ordinateurs, un pour travailler à l'université et un pour travailler à la maison. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Le consommable et le mobilier, et tout ce qui est restauration. Je ne parle pas de restauration universitaire grosse classique où on va manger le midi, mais toute la restauration qui peut nous accompagner dans notre activité à l'université. On travaillera sur la mobilité, 5 000 tonnes de CO2 avec une cible de 3 000 tonnes de CO2 en 2025. Donc on travaillera sur tout ce qui est déplacement en mobilité douce, vélo, mais on parle également de trottinettes électriques, par exemple. On poursuivra le développement des parkings pour que les étudiants et les personnes puissent venir en vélo, tout simplement, avec des services annexes, des bornes de recharge, des systèmes de réparation de vélo pour ceux qui ont une petite crevaison pourront réparer directement le vélo, puis d'autres services qu'il faudra imaginer. On développera le soutien financier pour l'achat des vélos pour les étudiants et pour les personnels, et on favorisera le covoiturage avec des idées innovantes qu'on va pousser avec le président. Juste un petit chiffre, 55% des étudiants et des personnels habitent à moins de 15 km de l'université. Et enfin, les déplacements à l'international et en France avec une nouvelle politique voyage où on favorisera les moyens de transport avec des faibles émissions de gaz à effet de serre. La gestion du campus, donc tout ce qui est énergie, déchets, ça représente 3 000 tonnes de CO2 avec une cible en 2025 à 2 500 tonnes. On travaillera donc sur des plans de réduction des énergies. Donc, on a analysé les consommations électriques. On a des consommations électriques anormales en pleine nuit. Donc, il va falloir étudier la question. La rénovation énergétique avec le plan de relance. On démarrera prochainement les travaux. Et enfin, de la réduction de la consommation en eau. Tout ça en favorisant des changements d'habitude. On n'impose pas, on n'est pas là pour faire la police, mais on est là pour faire prendre conscience qu'il faut changer et que chaque petit pas est un grand pas pour tout le monde. On se réappropriera les espaces verts avec une végétalisation. Donc, on a une expérience qui est lancée sur le premier cycle avec une espèce de, je sais pas comment dire, de pergola connecté. Donc c'est une pergola avec un capteur de luminosité, un panneau solaire et une alimentation autonome en eau. Et donc l'idée de ce projet, c'est un projet scientifique, c'est très 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 sérieux.
L'idée est de dire que grâce à la végétalisation, on peut réduire la température dans une cour. Donc c'est ce qu'on retrouve à Paris, dans les écoles. Donc c'est un projet qui est poussé par la ville d'Évry et Grand Paris Sud, qu'on a déployé au sein de l'Université d'Évry. Donc on va pouvoir faire des analyses de température sur l'espace goudronné du premier cycle et voir si ça a un impact sur la réduction de la chaleur et donc du confort global des occupants. Et enfin, on travaillera sur les déchets avec une première expérimentation qu'on lancera en janvier 2022 sur le bâtiment Île-de-France, avec tout simplement la suppression des corbeilles de bureaux. Il n'y aura pas de corbeilles de bureaux dans une partie du bâtiment Île-de-France, un étage, pour voir si ça favorise le tri, la gestion des déchets. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble une corbeille de bureau dans un bureau. Et enfin, le numérique, donc, qui apportera de la simplification et une digitalisation accrue. Mais pour ça, il faudra qu'on forme de manière efficiente nos collègues, parce que quand on veut pousser le télétravail, il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir faire du télétravail correctement, non pas juste en fournissant une machine, mais en les aidant à s'approprier les outils pour que le télétravail soit une source de réduction des gaz à effet de serre. Et puis tout un tas de projets numériques, mais un numérique pensé pour toujours redévelopper les liens sociaux entre les personnes. Ce n'est pas un numérique qui éloigne, mais c'est un numérique qui rapproche les personnes. Merci beaucoup Christophe. Alors assez rapidement, on va vous présenter ce qui va être fait, enfin le calendrier de cette année thématique, qui va reprendre un certain nombre de thèmes que vous avez déjà vus. Donc sur le déroulé, on a mis par mois, soit parce qu'il y avait des événements nationaux qui permettaient de caler ça, et puis aussi pour essayer de cibler un peu plus notre communication et des actions de sensibilisation. Donc octobre déchets, on y est, novembre mobilité, décembre solidarité. Consommation après Noël, ça nous semblait bien. Le numérique, parce que il y a énormément de choses à dire sur le numérique. En avril, il y a une semaine des DRS étudiantes, et donc on laissera les étudiants à la manœuvre pour ce mois-là. Et puis mai-juin sur la qualité de vie, et en septembre, clôture de cette année et l'offre de formation. Vas-y. Donc, sur le mois d'octobre. Oui, du coup, concrètement, sur le mois d'octobre, c'est le mois des déchets. On a eu la distribution de gouttes par le Crous hier. Et là, aujourd'hui, on a eu notre Campus Clean-up Day qui s'est très bien passé. Et on aura dans le courant du mois un point déchets à l'université pour savoir où on en est sur les déchets de façon générale. Le mois de novembre, donc mobilité, on aura une exposition qui a été faite, qui sera une exposition itinérante, donc dans tous les bâtiments, qui tournera, qui a été faite en collaboration avec l'NCE et l'IMTBS dans le cadre du dispositif Agir Ensemble. Et on aura notre journée vélo avec l'association Dardar le 19 novembre. Le mois de décembre, donc les solidarités, certainement un débat dans le cadre du projet Rue de Lumière, donc sur faut-il éteindre des lumières, avec le grand climatologue Josel donc de Saclay. On aura la distribution spéciale Noël et une action qui nous paraît très évidente avec l'épicerie solidaire. Et pour les mois de janvier, février, donc consommation, certainement des défis à voir en tout cas sur les consommations par bâtiment ou par service. Et il y aura une présentation assez complète avec le bilan carbone parce que les résultats, comme le DGSA l'a montré, sont sortis. Il y a un travail qui sera fait aussi sur le plan d'action. Et donc, on aura aussi un projet avec l'alimentation en collaboration avec le Crous. Pour le mois de mars, donc spécialement pour le numérique, très important, il y aura une série de webinaires et de débats sur l'impact environnemental et la fresque du numérique, qui un peu comme la fresque du climat, mais axée sur le numérique. Donc, pour le mois d'avril, spéciale semaine étudiante, donc on aura certainement la présentation de l'accord de Grenoble, donc qui sera voté à ce moment-là. Et c'est une semaine où vraiment on laissera la main aux étudiants de proposer des choses, de mettre en place des actions. Évidemment, ils seront accompagnés par nous.
Et l'idée, c'est qu'ils vraiment prennent la main sur cette semaine. Pour le mois de mai-juin, donc qualité de vie à l'université avec des actions autour du potager qui existe déjà, de la végétalisation du campus et des sorties nature qui ont été très demandées a priori par nos primo-arrivants. Et pour donc terminer, après ça sera le mois de septembre sur la formation. Et je laisse la parole au président. Merci Louise pour cette présentation et ce déroulé. Vous l'avez compris, qui doit impliquer et j'espère motiver et sensibiliser l'ensemble de celles et ceux qui vivent l'université tout simplement. Où allons-nous? Je voudrais juste rappeler, pas faire une présentation scientifique, mais rappeler 2 faits. Si on peut avoir la diapositive suivante. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution de la consommation d'énergie dans le monde, pas sur, j'arrive pas très bien à lire, mais sur une période d'environ 150 ans. Et le fait marquant, donc c'est par typologie. Donc par couleur en bas, vous avez la consommation de la biomasse, on brûle du bois, et pas seulement, on gère des déchets. L'apparition du charbon en noir, les combustibles liquides, le pétrole, puis le gaz en jaune au-dessus, l'hydroélectrique, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et ce que l'on comprend de ce schéma, et on arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'une énergie ne remplace pas l'autre. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que le pétrole n'a pas arrêté la consommation de bois, le gaz ne s'est pas substitué au pétrole, quand bien même il pourrait être considéré comme plus vertueux, et puis vous continuez comme cela, l'hydroélectrique c'est quelque chose qui s'ajoute, et au fond nos sociétés consomment de plus en plus dans une planète finie, et il est illusoire de penser que si on n'a pas une prise de conscience et une implication et une transformation de nos modes de vie et de ce qui peut paraître bien ou moins bien à l'échelle sociale, eh bien, il n'y a pas de raison particulière pour que l'on continue pas à empiler les énergies les unes sur les autres et augmenter notre marche vers la consommation d'énergie. Sur la diapositive suivante, ça c'est une corrélation extrêmement forte entre la consommation d'énergie que vous voyez sur l'échelle horizontale, l'échelle des X, et puis le PIB. Et au fond, et on en parlait encore il y a quelques jours, Monsieur le maire, hier tout simplement, avec un bilan qui est sorti de l'INSEE, tout le monde est content, et on peut le comprendre, de voir que le PIB projeté pour l'année en cours sera de l'ordre de 6%, parce que le PIB est corrélé directement à l'emploi. Et donc personne n'a envie de se retrouver au bord de la route, au chômage. Mais ce que l'on voit ici, là, c'est une observation, et vous avez la référence monde, c'est qu'il y a une corrélation immédiate et absolue, c'est une droite de régression, hein, vous avez l'équation, entre la consommation d'énergie et le PIB. Et donc si l'obsession mondiale, c'est d'augmenter le PIB, la courbe précédente n'a pas vocation à s'infléchir. Et on sait, sur la diapositive suivante, on sait que la consommation des énergies fossiles entraîne une augmentation, là on n'est que sur le CO2, sur la période des 40 ans, et vous voyez qu'on est sur une augmentation continue jusqu'à aujourd'hui du CO2, qui est une partie des gaz à effet de serre. Et la particularité du CO2, c'est que c'est un oxyde extrêmement stable, il est incolore et inodore, on ne le respire pas, on ne le sent pas, et donc ces choses-là adviennent malgré nous dans le silence. Et il n'y a pas 36 solutions pour casser cet oxyde de carbone. Aujourd'hui, la solution naturelle, c'est la photosynthèse, les plantes, le plancton océanique, et il y a un vrai sujet puisque la persistance de l'atmosphère est extrêmement longue. Si aujourd'hui nous fermions le robinet comme on l'a fait pendant la crise Covid, on a observé sur la période de confinement mondial, on a observé une baisse de 5% des émissions, on parle ici que du CO2, on ne parle pas du méthane, 5% des émissions de CO2, mais ça c'est l'émission, hein, on ne parle pas de la concentration de l'atmosphère,
Mais comme il y a une persistance qui dépasse 100 ans, l'impact sur le réchauffement climatique va persister, quand même nous arrêterions tout de suite. Alors pour ne pas être pessimiste, puisqu'on ne l'est pas, sinon on n'entreprendrait rien, que faire? Que faire aujourd'hui? Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste que vous vous concentriez sur le logo que nous avons choisi et pensé, et merci Justine, merci la com, pour matérialiser cette notion de campus durable. Vous reconnaîtrez en premier lieu sur la partie haute du logo le logo de l'Université d'Évry, la double hélice, qui est en même temps l'union des êtres et qui est la source de toute vie, puisque tout démarre de cette molécule prodigieuse qui est l'ADN, extrêmement robuste, et si elle ne l'était pas, nous ne serions pas là pour en parler et pour échanger. Et vous voyez ici que l'ADN, qui est à la fois la source de toute vie, c'est aussi ce qui rend si particulière notre planète Terre, puisqu'à ce stade et à ce jour, certes on trouve de l'eau sur des planètes exotiques, mais et quelques molécules très simples qui sont les signatures des molécules du vivant, mais en tout état de cause, on n'a jamais eu la preuve spectroscopique de la présence d'ADN dans des planètes lointaines. Et donc cet ADN, c'est la caractéristique de la vie. C'est aussi ici le symbole que ces êtres qui portent l'ADN doivent protéger leur berceau, qui est la planète Terre. Donc je trouve qu'il y a une force extraordinaire dans ton logo, Justine, et je vous demande de l'applaudir. Parce que elle a cette capacité de traduire des concepts en symboles et qui nous relient. Alors, ce que l'on fait à l'université et ce qu'on peut faire, évidemment, on ne va pas rester bras croisés, c'est intensifier la recherche. Il faut comprendre que, si on l'a dit tout à l'heure, le CO2 c'est quelque chose qui est inodore et incolore, et c'est bien la science qui a pu montrer, en particulier grâce à Jean Jouzel, que nous allons recevoir au mois de décembre pour la conférence Faut-il éteindre les lumières, c'est grâce aux glaciologues qui, en faisant des carottes dans les pôles glaciaires, on fait un prélèvement vertical de glace et on peut remonter sur des milliers d'années, et dans les gaz qui sont piégés dans les glaces qui s'accumulent par strates les unes au-dessus des autres, on peut libérer les gaz atmosphériques qui ont été piégés et on peut mesurer très précisément l'atmosphère du passé. C'est comme ça qu'on a pu, dans un premier temps, mesurer l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère ancienne, et dans un deuxième temps, rapporter l'augmentation du CO2 avec notre consommation d'énergie fossile. Donc ça s'est fait en 2 temps, et Jean Jouzel le dira très bien. Dans un premier temps, il ne croyait pas à l'origine anthropique, c'est-à-dire à la responsabilité de l'homme dans l'augmentation du CO2, qui, elle, est objectivée par la science. Et dans un second temps, il y a des éléments convergents extrêmement puissants pour dire que cette origine est bien liée à l'extraction et la consommation des énergies fossiles. Donc il nous faut continuer à mesurer sur la Terre et par satellite. On a des observations maintenant à l'échelon mondial des gaz et des particules. Et si vous regardez aujourd'hui, vous pouvez le faire sur Internet, vous pourrez regarder les particules qui s'échappent du sous-continent indien. L'Inde, c'est une grande cheminée à particules. La Chine est une grande cheminée à particules. Et on suit ça heure par heure. C'est un des champs de recherche du LSCE de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, un laboratoire qui surveille aujourd'hui en particulier, qui est dans un réseau mondial pour suivre les émissions des véhicules terrestres. Ici à Évry, on fait de la génomique environnementale avec un pied vers l'industrie. En particulier, un des objectifs, c'est de fermer le cycle du carbone. Anne Zaparuccia, ici présente, en parlerait beaucoup mieux que moi, mais essayer par l'effort humain, pas juste les plantes, eh bien, de s'attaquer à ce CO2, qui est un oxyde extrêmement stable. Vous avez vu, le carbone est lié à ces 2 oxygènes par des doubles liaisons qu'on n'arrive pas à casser simplement, même par l'irradiation qui nous vient du Soleil. Et donc, il y a toute une chimie à mettre en place. Vous avez vu hier, on le voit tout en bas, que le prix Nobel de chimie a été attribué pour
l'organocatalyse ou la biocatalyse, c'est-à-dire accélérer les réactions chimiques, non pas avec des catalyseurs métalliques ou d'autres natures comme on l'a fait de tout temps, mais utiliser des biomolécules pour faire des réactions complexes. Et au fond, qu'est-ce qu'une enzyme si ce n'est que exposer un centre réactif à un substrat, c'est-à-dire si ma main était une enzyme, j'expose le cœur de l'action à l'orange pour l'attraper, c'est ça, la catalyse enzymatique, céder d'une molécule pour transformer des bioproduits. Donc ici, des nouvelles enzymes, je crois qu'Anne y travaille. Il y a des projets pour substituer des bactéries qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique comme substitut aux engrais chimiques qui sont extrêmement consommateurs d'énergie fossile. Il ne faut pas croire, hein, mais pour fabriquer les nitrates, c'est un processus énergétivore. Certes, ça a sauvé l'homme des famines, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et puis utiliser la biologie de synthèse pour faire des produits qu'on ne sait pas faire d'un point de vue chimique de façon simple. Et puis impliquer l'industrie de Génopôle dans ces transformations, et je crois que nous avons notre mot à dire ici à Évry. Sur la robotique, derrière, les robots sont pilotés par des algorithmes, mais pas seulement. Les robots, c'est ce que l'on voit, mais c'est aussi les robots qui font des transactions financières, c'est les robots qui font le calcul, et il y a tout un champ de recherche de demain qui est l'algorithmique verte, faire des programmes qui font mieux pour moins cher, et moins cher, c'est des lignes de code qui sont optimisées, du calcul plus rapide, parce que quand vous cliquez sur un téléphone, derrière, vous déclenchez un événement mondial souvent, et qui passe par des relais et ce qu'on appelle des matériels actifs qui consomment de l'énergie, alors qu'on croit que tout ça est neutre. La chimie verte, on en a parlé tout à l'heure, si tu peux revenir en arrière, la biocatalyse, et puis modéliser en amont de l'action, et ça c'est toute la pensée par le modèle et la théorie avant d'agir. La suivante, que faire ? Je crois que d'un point de vue plus profond et plus humain, je crois qu'il nous faut, à un moment donné, il va falloir repenser la modernité. Il ne s'agit pas de renier ce qu'a été le siècle des Lumières pour, dans son temps, c'était un progrès et on n'est pas là pour faire le procès des anciens, mais il nous faut, je crois, repenser la modernité, repenser les représentations des Lumières et l'usage des savoirs. Est-ce que le savoir est fait pour dominer? Est-ce que le savoir est fait pour échanger, pour partager? Mettre en valeur les savoirs ancrés. Les sociétés jusqu'au XVIIe siècle étaient des sociétés durables. Alors certes, il y avait de la casse humaine, hein. 30% des enfants, voire plus, dans toutes les sociétés mouraient avant l'âge de 10 ans. À 50 ans, on était des vieillards, souvenez-vous de Molière. Et indiscutablement, la qualité de vie s'est accrue, mais on a pris conscience que très récemment, eh bien, qu'on puisait dans nos réserves et de façon plus critique, on mettait en péril juste la vie. Juste la vie. Et donc cette notion de biodiversité qu'on n'a pas abordée aujourd'hui est directement impactée par l'activité humaine. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a l'utilisation des espaces, on le disait l'autre jour, de la continuité pour les espèces animales, végétales et microbiennes des circulations, et qui font que les équilibres sont rompus. Et il nous faut repenser donc la façon de voyager, la façon d'occuper l'espace. Avoir une pensée complexe, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et ça, c'est probablement une des choses les plus subtiles, mais l'esprit humain est là pour aborder les choses calmement. Et toujours penser global et agir local. Et agir local, c'est bien ce que nous sommes en train de dessiner aujourd'hui par cette prise de conscience et par tout le déroulé des actions des étudiants, votre engagement, l'engagement de l'administration. Quand j'entends Christophe Montagne dire « je veux apporter une contribution par mon enseignement aux générations futures », je crois aussi que l'université, il y avait une réunion cet après-midi, fera des appels en ce sens pour qu'on puisse poser des prémices d'unité d'enseignement dédiée au développement durable. La prise de conscience, certes, mais bien au-delà, comment faire pour transformer les choses en s'appuyant sur la raison,
Je crois que moi, je ne suis pas un adepte des révolutions, la révolution verte, mais la révolution où on termine à l'échafaud, je ne suis pas très adepte, mais je pense qu'en se posant, en repensant nos usages, en étant solidaires, en étant conscients et en mesurant l'effet de nos actes, eh bien, nous pourrons avancer de façon solidaire et constructive. Merci beaucoup et merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette belle journée, la communication, le cabinet, la direction générale des services qui englobe tous les services, les UFR, l'IUT et toutes celles et ceux qui ont pris le temps, l'UTL qui est ici présente, la ville apprenante qui ont pris le temps de nous rejoindre, le maire, et j'en passe, le Crous qui était présent. Merci à toutes et à tous. Et je crois qu'il me semble qu'il y a un petit quelque chose à boire. Ou... Non, il n'y a rien? Si, il y a. Ah bon, peut-être Marielle, je te donne. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc je te laisse la parole. Merci. Marielle? Non, mais juste merci effectivement à tous. Et vous avez donc la possibilité de nous retrouver autour d'un verre un peu plus loin, en passant un petit cadeau durable. Je crois, c'est ça, à la sortie de l'amphi. Merci à tous.